Alors en effet, je vais me présenter rapidement. Franck David, je suis cofondateur de la Scope Salutaire, donc le petit logo qui est là. J'ai plusieurs casquettes, mais ce soir je suis avec cette casquette-là, parce qu'en fait il y a un lien qui nous unit avec Quetigny maintenant depuis plusieurs mois, qui est le lien que Philippe vient de signifier, cette envie politique de la ville de pouvoir mettre en place une forme de paysage nourricier, de ville nourricière, et donc par ce truchement-là, par ce biais-là en tout cas, il y a l'idée, le projet qui est amorcé des jardins partagés, et du jardin partagé des Grands Chéniers, donc dans le quartier, ici, où il y a déjà des choses qui sont mises en place, des réflexions des habitants, parce que le but, et nous, notre souci, en tout cas notre volonté, et c'est la volonté partagée à Quetigny, c'est de pouvoir construire, co-construire avec les habitants. Voilà, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit vraiment approprié par les habitants, co-construit par les habitants, et pour que ça ait là, quelque part, le visage des personnes qui vivent les quartiers et les territoires, et pour cela, il y a des méthodologies qui permettent que chacun puisse s'approprier et participer. Donc il y a tout un travail de participation qui a commencé, mais qui est juste à son avènement, de ce jardin partagé-là, où il y a déjà quelques réflexions qu'il y a, et puis comme on le veut convivial, vous le verrez au fur et à mesure des diapos qui vont passer aussi, parce qu'on va vous parler de permaculture ce soir forcément, et puis on va vous parler de ville nourricière, et puis on va vous parler de jardin, et puis on va vous parler de plein de choses que vous voyez dans la ville et à côté. Ce qui est intéressant, c'est que ces moyens d'appropriation sont aussi des moyens de formation et des moyens d'animation. C'est-à-dire c'est comment on peut assez facilement, contrairement à ce qu'on peut imaginer dans notre représentation, cultiver, se réapproprier la production, son autoproduction, sa production vivrière, jusque du jardin à l'assiette, et même quand dans des lieux très contraints. Voilà, je commence les bêtises. Voilà, c'est mes gestes. Je ne suis pas italien pourtant, mais j'aime bien faire des gestes qui associent ma parole. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir former aussi et de travailler ensemble et de pouvoir former. Et donc on a commencé il y a 3 semaines, le 12 mai, je crois, oui c'était le 12 mai, on a commencé à travailler, on a commencé à faire à esquisser des plans, mais aussi à pouvoir faire une formation autour des lasagnes. Et demain, donc on vous invite tous à venir à cette deuxième rencontre de coproduction dans cette salle. On commence par la salle, d'abord on commence à manger ensemble, vous voyez, ce côté convivial est très important. Après on est sur de la réflexion sur comment ça va fonctionner, comment on aménage les espaces, comment le groupe aussi va fonctionner, quelles sont les valeurs qu'on va y trouver sur ce jardin-là. Et ensuite, on passe à l'action. Il y a une petite formation autour du jardinage en carré. Donc, c'est comment, sur des tout petits espaces, on peut avoir des vraies logiques de production, des vraies logiques de pouvoir combiner sa propre production à ce que l'on peut transformer, même et mettre dans son assiette. Donc, demain, c'est ça. Voilà. Donc, j'en profite pour vous inviter demain à cette réunion, à cette continuité de partage autour des jardins partagés. Et donc, par ce biais-là, je vous présente une conférence qui traite de la permaculture, parce que je suis formé, je suis paysagiste en fait de formation, et puis je suis formé à la conception de la permaculture maintenant depuis plusieurs années. J'ai eu la chance d'être formé par le Collège australien de permaculture, donc par la base même de la permaculture, par Francis Robin, qui fait partie des pionnières de la permaculture dans le monde, donc en Australie et dans le monde, avec Bill Mollison et David Holmgren. Donc j'ai eu cette chance, enfin en tout cas j'ai fait en sorte de pouvoir être formé par quelqu'un qui était vraiment très intéressant dans son approche de permaculture, et surtout dans l'histoire même de la permaculture. Et puis la permaculture, c'est quelque chose qui m'a happé dans un voyage en 2010 à Cuba. C'est à Cuba que je connaissais la permaculture, mais comme j'étais d'une formation un peu, on va dire, dogmatique, considéré comme quelque chose d'une nouvelle école, donc c'était automatiquement ésotérique, et du coup c'était hermétique à ma propre conception des choses. Et il a fallu que je voyage, il a fallu que je fasse de la permaculture avec mon ami Perrine qui a monté la ferme du Bec et Loin, pour me rendre compte de ce que c'était vraiment la permaculture. Ce que les Australiens ont apporté aux Cubains et ce que les Cubains font en termes d'autonomie alimentaire. Donc aujourd'hui c'est quelque chose qui m'est très important, parce que je me suis formé, et c'est surtout que j'ai compris tout ce que je pensais être vrai avant et qui était complètement faux, c'est-à-dire ma représentation que j'avais de la permaculture, qui était quelque chose de dogmatique, qui était quelque chose de compliqué, qui était quelque chose d'ésotérique. Et alors vous verrez bien, j'espère, au fur et à mesure de cette conférence, que ce n'est absolument pas le cas,
et que c'est justement une démarche particulièrement intéressante pour permettre justement de mettre en place ces types d'opérations, mais surtout de pouvoir mieux vivre ensemble, tout en étant dans une forme d'intelligence collective qui va nous apporter énormément. Permaculture et ville nourricière, je me permets de vous présenter la première diapo, donc la première photo. Là, nous sommes au cœur de Bordeaux. Alors, on va voyager aujourd'hui. Hein. On va aller à Quetigny, hein, je vous rassure. Hein. On va aussi aller à Quetigny, mais on va aussi passer par d'autres lieux. Et donc, ce voyage va vous permettre de constater tout ce qui est possible, tout ce qui existe ailleurs, tout ce qui se fait dans des conditions souvent que l'on pense être contraintes, très contraintes, voire pas possibles, pour se rendre compte de ce que les habitants sont capables de faire. Donc là, on est à Bordeaux, on est derrière la gare, derrière la gare de Bordeaux, sur une zone qui est extrêmement minérale. C'est une ancienne friche, c'est une friche industrielle, on appelle ça. Donc c'est des anciens chais. On est à Bordeaux, donc le vin est très important, vous comprendrez bien. Et donc vous remarquerez que la barrique est toujours là. Mais la barrique a été appropriée par les plantes. Ça s'arrête, je ne sais pas si c'est très confortable. Il faut que je... Il faut que je fasse ça. Il faut que je me mette là? Chaque fois que vous avancez. Bon, alors je vais m'asseoir. Je vais peut-être faire ça. Je vais essayer d'être discipliné. Et donc, ça, voilà, les habitants se sont montés en collectif. Nous, on les a accompagnés pour arriver à... Ça fonctionne super. En fait, il ne faut pas que je tourne. Il faut que je regarde juste mon écran. D'accord? Ouais, d'accord. On se chauffe là. On chauffe la salle, on se chauffe. OK. Et donc, ce sont les citoyens qui ont monté un lieu magnifique sur des pavés. Entièrement minéraux et ils ont monté un square coopératif, collectif, et derrière ils ont monté des jardins collectifs et individuels pour les habitants et pour pouvoir produire sur une friche industrielle avec énormément de problématiques, vous imaginez. Et ils l'ont fait aussi avec une autre problématique qu'il y avait, c'était un lieu compliqué à gérer la nuit, c'est un lieu de nuit, c'est un lieu de prostitution, c'était un lieu où il y avait énormément de problématiques. Et donc les habitants se sont réunis pour dire on va valoriser ce lieu pour essayer d'en faire un autre lieu, un autre espace. Ils l'ont fait et ça a fonctionné. Alors, ils n'ont pas éradiqué la prostitution, ils n'ont pas éradiqué le problème de drogue, parce qu'il y avait aussi ça, mais ils ont juste déplacé, et sur ce lieu-là, en effet, les habitants se l'ont tellement approprié qu'ils l'ont ouvert à tout le quartier, et c'est devenu un lieu de résidentialisation, on va dire, de production, ah oui, il ne faut pas que je tourne, vraiment, il ne faut pas que je bouge. Voilà, je vais prendre le microfilaire, oui. Voilà. Oh, ça va aller mieux. Donc vous voyez que cette petite transgression, c'est juste pour vous dire qu'un collectif se mobilise, accompagné par l'institution, très important que l'institution puisse accompagner parce qu'on est sur des espaces publics, donc il faut aussi avoir cet accompagnement-là. Donc la ville de Bordeaux notamment a accompagné. Nous, en tant que bureau d'études, on a accompagné les habitants sur de la concertation et voilà ce que ça a donné et je peux vous dire qu'il s'est passé des choses extraordinaires sur ce lieu. Alors aujourd'hui, c'est déplacé celui-là aussi parce que la problématique de la ville et de la spéculation immobilière fait que ce sont des lieux qui sont très prisés par les promoteurs immobiliers et donc après ce sont des jardins qui bougent dans le temps. C'est tout aussi la problématique d'ailleurs de ces opérations-là. Mais il a bougé, mais en allant juste à 200 mètres plus loin et la dynamique d'habitants elle est toujours pareille, elle est toujours là, elle est toujours forte et elle est toujours super positive avec plein de fêtes qui se font. Bon, rapidement, salutaire, voilà, nous on est... d'une manière très prétentieuse et on l'assume complètement, on est une fabrique d'espaces partagés, de paysages partagés, on a une histoire particulière, c'est qu'il y a 30 ans de ça, on a mis en place le premier jardin partagé en France en 1987 à Bordeaux et depuis ce jardin-là, il s'est passé énormément d'histoires, d'aventures, on a beaucoup travaillé pour d'abord faire rentrer ça dans du lieu commun en termes institutionnels et puis pour mettre en place le mouvement des jardins partagés en France et donc aujourd'hui quand on parle des jardins partagés, on a l'impression, et c'est pour nous une très belle réussite, c'est que chaque jardin appartient à ceux qui le font vivre et il n'y a pas absolument rien derrière de copyright et ce qu'on peut imaginer, mais surtout c'est que maintenant on peut parler de jardin partagé, tout le monde sait ce que c'est. Voilà, c'est un peu comme si on allait parler d'un aménagement d'un rond-point, donc tout le monde sait ce que c'est. Et ça, c'est vraiment, je peux vous dire qu'il y a 30 ans de ça, on était considérés comme des extraterrestres quand on a commencé à mettre en place le premier jardin partagé, qui d'ailleurs s'est mis en place par un groupe de femmes d'une résidence au Grand Parc à Bordeaux, qui avait envie de sortir de chez elles et qui avait envie de se retrouver tout en produisant et pour pouvoir faire de la cuisine.
Et donc, c'est elles qui nous ont appelés en disant « Est-ce que vous pouvez venir nous aider pour mettre ça en place ?» Et nous, enfin moi, j'étais pas là à ce temps-là parce que voilà, j'allais dire, j'étais pas né, ça c'est juste pour me flatter, mais si j'étais né, mais j'étais beaucoup plus jeune. Mais mon collègue et cofondateur de Salutaire, Eric Prédine, lui, il est parti, il est arrivé avec les grands cordeaux, le mec dans toute sa splendeur, fils d'agricultrice, donc il est parti avec les grands cordeaux et tout ça. Et quand les femmes l'ont vu arriver, il dit « Non, non, t'as pas compris, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est se retrouver sur un lieu ensemble pour d'abord se détendre, être bien, et on va en effet produire, mais on va produire dans notre esprit à nous. » Donc là, toute la représentation a dû être cassée pour venir en soutien à la volonté de ces femmes qui voulaient d'abord passer du bon temps ensemble, sortir de chez elles, papoter, produire et pouvoir cuisiner. Et donc, c'est comme ça que la notion même de jardin partagé a commencé à émerger. Donc vous voyez, cette histoire, elle nous est forte parce qu'elle nous est commune dans notre propre histoire de structure. Et donc, ça nous a permis aussi énormément de se bonifier. Et la méthodologie, en tout cas, qu'on a trouvée d'une manière complètement intuitive, parce qu'on était vraiment nuls, on ne savait rien faire, c'était de se dire, comme on ne sait pas faire grand-chose, on va aller voir les gens dans leur quartier pour qu'ils le fassent avec nous. Et c'est comme ça que l'idée même de la concertation et de la coproduction est née. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que l'intelligence collective dans chaque quartier apportait chaque fois une plus-value. C'était jamais la même tête, les jardins n'avaient jamais la même tête, et surtout avaient la tête de ceux que les habitants voulaient qu'ils aient. Et ça, c'était super important parce qu'il y avait une forme d'appropriation qui était forte, et cette appropriation-là faisait la différence sur la responsabilisation des territoires, la responsabilisation de son cadre de vie. Et tout ça, on l'a appris parce qu'on a travaillé avec des chercheurs qui nous ont mis des mots dessus et qui ont dit, vous savez ce que vous faites là, d'une manière un peu Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, eh bien vous faites des choses sans le savoir, mais ça a de l'intérêt. Et c'est comme ça qu'on est monté un peu en réflexion un peu plus en se disant ah ben oui, ben c'est gentil, on va essayer d'aller encore plus loin. Et puis voilà, on a vécu cette aventure de 30 ans et c'est surtout qu'on s'est nourri énormément de rencontres, énormément de lieux différents, énormément de projets différents, énormément de voyages aussi qui nous ont nourris, qui nous nourrissent encore aujourd'hui parce qu'à chaque fois qu'on aide à monter ces opérations-là, on apprend plein de choses. Et cette école permanente, aujourd'hui, permet que j'essaie de ne pas trop vous raconter de carabistouilles ce soir. Voilà. Et je le dois à tous ceux que j'ai rencontrés, c'est-à-dire des milliers et des milliers de personnes à travers ces 30 années ou ces 25 ans pour ce qui me concerne, et ces voyages que j'ai faits parce qu'ils ont été toujours très formateurs. Et dans cette salle-là, si on devait réunir toutes les compétences, toutes les intelligences et toutes les capacités, il y aurait une force inouïe qui se dégagerait pour construire quelque chose qui ne serait pas compliqué à mettre en place, mais qui démultiplierait les forces et qui permettrait de passer vraiment à l'action. Et c'est tout ce que j'ai appris de mes 25 ans de travail là. C'est vraiment la chose vraiment la plus importante pour moi, c'est que on prenne plaisir, on passe à l'action et on démultiplie, on fait des choses extraordinaires. Et je suis sûr que ce jardin partagé du Grand Chénier va participer de la même manière que celui des Huches, que les jardins familiaux qui se situent pas loin, de toutes ces dynamiques-là et d'autres opérations qui se passent. Toutes ces dynamiques-là sont, du moment que c'est fait avec les habitants, par les habitants et pour les habitants, eh bien, il y a automatiquement une plus-value sociale, une plus-value même économique et surtout une plus-value de la valorisation de chacun sur son territoire qui est à n'en pas douter, parce que maintenant, je suis pas, voilà, il y a pas mal d'études qui le précisent, à n'en pas douter, est une véritable plus-value sur le mieux vivre ensemble. Et donc, Salutaire, ça fait quoi? C'est que nous, on est déjà très attachés à ce qu'on appelle l'éducation populaire. Pour nous, on part du principe, et la permaculture part du même principe, c'est que l'école permanente, elle apporte ses fruits. Et qu'il n'y a pas de catégories sociales particulières qui ne peuvent pas apprendre. C'est pas vrai. Tout le monde peut apprendre, et cette éducation permanente, au rythme de chacun, au rythme de la volonté de chacun par rapport à des projets particuliers, eh bien, elle passe par l'éducation populaire, et ces formes telles qu'on va faire demain d'ailleurs, c'est comment on apprend en faisant, comment on apprend en étant bien ensemble, comment on apprend en prenant plaisir, comment on apprend en s'émerveillant, en éveillant et en faisant qu'on devient curieux et qu'on a envie après, parce qu'on est passé sur des choses valorisantes, de transmettre à son tour dans son propre réseau ou plus largement s'il le faut. Donc cette notion d'éducation populaire nous est propre et on apprend encore beaucoup parce qu'on est très en tout cas
très intéressés par plein de méthodes différentes qui permettent justement que chacun puisse apprendre en permanence. Donc c'est comme ça qu'on a créé l'Université populaire du jardinage, dont je suis cofondateur aussi. C'est tout simplement dans l'esprit même de l'Université populaire, par le jardinage et la cuisine, on va décliner énormément de choses à dispenser et on va le faire de qualité pour pouvoir apprendre en permanence, apprendre. Et vous allez voir que par le jardin et la cuisine, eh bien, les angles d'attaque sont extrêmement larges et on peut dispenser énormément de formations autour de ça. Ça permet aussi de créer des ambassades. Alors on aime le côté pompeux parce que c'est un peu en clin d'œil à une forme d'élite qui nous est proposée tout le temps, mais l'ambassade du jardinage du bien vivre alimentaire aujourd'hui a 7 ans. Il a été créé par l'association Les Anges Gardins dans les Hauts-de-France, parce qu'il ne faut plus dire Nord-Pas-de-Calais, par Salutaire qui est dans le sud-ouest et par l'association Le Mat qui est en Ardèche. Les trois réunis, ça a permis de faire cette éducation, cette école en tout cas du jardinage et du bien vivre alimentaire, de comment les gens peuvent apprendre des techniques très simples mais surtout à animer, à mettre en place des actions sur leur territoire. Et aujourd'hui on est en pleine dans des évaluations pour se rendre compte qu'en 10 ans il y a des centaines de personnes qui ont été formées, il y a des actions énormes qui se passent sur les territoires grâce à ça, et donc on en est fiers et on le dit parce que on l'a fait avec très peu de moyens, on l'a fait avec nos armes qui sont la motivation, et on voit que ça fonctionne. Et ça nous tient à cœur, forcément les jardins partagés, et puis le fait de pouvoir habiter ensemble les paysages, c'est-à-dire de faire des lieux communs, des biens communs autour de la notion de paysage, et notamment en ville, où la ville est aujourd'hui un moyen de pouvoir consacrer et concentrer aussi les énergies sur ces formes de production, d'autoproduction, et du production du bien-être et la production de son cadre de vie aussi qui est très importante.